Alors aujourd'hui, comme ça m'a été demandé dans un sondage, je vais vous parler du mythe de Sisyphe de Camus. Donc ce texte philosophique a été publié en 1942. Camus a choisi ce personnage de Sisyphe qui relève de la mythologie grecque. Il s'agit du fondateur de Corinthe, un être doué d'une grande intelligence et de courage qui, ayant lancé un défi aux dieux, est sanctionné. Il doit placer un rocher en haut d'une montagne en le poussant, mais une fois au sommet, celui-ci roule jusqu'à son emplacement initial. Sisyphe est alors contraint de recommencer éternellement ce travail. D'où l'aspect absurde de la situation. D'après Camus, son destin est pourtant loin d'être tragique. Pour lui, ce mythe de Sisyphe, il représente en fait la condition humaine. En général, lorsque les écrivains abordent l'histoire de Sisyphe, ils insistent sur le côté tragique de son existence. Au contraire, Camus préfère en voir l'aspect positif. Ce personnage ressent de la satisfaction à chaque fois qu'il arrive à accomplir sa mission. Il ne cherche pas à comprendre la signification de ce qu'on lui demande, mais juste à l'accomplir. Dans cet essai, Camus dit que l'univers dans lequel il se trouve n'a plus aucun sens pour lui. Tout ce qui constitue son rocher, ce qui forme sa montagne est pour lui un monde à part entière. L'effort qu'il fournit pour atteindre le sommet le rend heureux et il préfère voir la vie sous cet angle. Donc, selon Camus, le bonheur résulte de l'acceptation de la vie telle qu'elle est, tout en reconnaissant son absurdité. Donc, cette prise de conscience facilite les émotions qu'on ressent au cours de l'existence. Donc, cet essai intitulé Le mythe de Sisyphe comporte 4 grandes parties qui traitent toutes de l'absurde. Donc dans la première partie, il cherche la justification à la nécessité du suicide face à une situation qui semble être futile et dépourvue de sens. Il en parle comme s'il s'agissait d'une problématique sérieuse. Au début du premier chapitre, il donne une description du contexte absurde. Selon lui, la vie humaine se fonde sur l'assurance que demain existe, alors qu'avancer vers demain nous emmène tous vers la mort, qui est donc le plus puissant des ennemis. Les êtres humains poursuivent leur route tout en étant conscients qu'au bout, ils devront donc affronter la mort. Il ajoute qu'en l'absence de romantisme, le contexte dans lequel l'homme vit n'est fait que d'étrangeté et est dépourvu de sens. Aucun être sur Terre ne peut maîtriser la connaissance à l'état pur. Même la science ne peut l'expliquer, la condition humaine. En général, ceux qui essaient d'y donner une signification tombent dans un jeu de mots qui est lui aussi superflu et donc absurde. Camus dit que dès le moment où l'absurde trouve enfin sa place dans la réalité, il se transforme en une passion difficile à supporter. Toujours dans cette première partie, Camus dit que ni le monde ni la pensée humaine ne sont absurdes. L'absurdité n'apparaît que si l'homme, dans son désir de comprendre, affronte un monde sans raison. Donc certains passages le démontrent, par exemple celui où Camus avance que lorsqu'il veut retrouver l'unité et l'absolu, il se rend compte qu'il ne peut pas faire du monde un principe doué de raison. Ainsi, il juge certains raisonnements comme un suicide du point de vue philosophique, notamment ceux qui essaient de contrer l'absurde. Selon lui, les philosophes cherchent des conclusions contraires au véritable fondement de ce concept, en laissant de côté la raison ou en donnant la priorité à Dieu. La seconde méthode utilisée par les philosophes et dont parle Camus est l'élévation de la raison qui aboutit à des états platoniques omniprésents ainsi qu'à la croyance dans un Dieu qui est pour lui superflu. D'après Camus, considérer l'absurde comme un principe sérieux revient à accepter le contraste entre le monde démuni de raison et le besoin de rationaliser qui anime l'être humain. Dans ce cas, il vaut mieux bannir le suicide, puisque l'absurde ne prend son sens qu'en présence de l'homme. Il importe de vivre cette contradiction et d'accepter les frontières de la raison sans se faire d'illusions. Toutefois, la reconnaissance de l'absurde demeure une utopie. Elle nécessite un affrontement incessant. De ce fait, la vraie liberté, pour un être absurde, n'est plus d'espérer une vie plus sereine à l'avenir. Il n'a plus besoin de donner un sens à l'absurde, ni de donner un sens à sa vie. La compréhension de l'absurde nécessite la compréhension des dons offerts par un monde irrationnel. Lorsque l'homme n'accorde pas d'importance à la vie, l'échelle de valeur disparaît. Le plus important est de vivre davantage et non pas d'avoir une meilleure vie. Après son analyse, les réflexions de Camus débouchent sur 3 impacts
de l'acceptation de l'absurde, la passion, la révolte et la liberté. Dans le deuxième chapitre, Camus cite quelques exemples de situations qui relèvent de l'absurde. Il parle en premier de Don Juan, cet être dont la capacité de séduction dépasse l'imagination. Il méprise les raisonnements qui tentent à chercher une signification à toutes les situations. Il reconnaît que le sentiment amoureux qu'il ressent n'est qu'éphémère, mais il s'adonne au jeu de la séduction avec passion. Il fait aussi allusion à la vie d'un comédien ou d'un acteur qui aime se glisser dans la peau d'un autre personnage. Au cours de son existence, il joue à la fois son propre rôle et les rôles d'autres personnes. Pour le qualifier, il utilise deux mots, partout et toujours. Pour lui, le comédien préfère le premier au second. Le dernier type de vie dont Camus cite l'exemple est celui du conquérant, donc du vainqueur. Ce personnage sait que ses efforts sont vains, puisqu'à la fin de sa conquête, il doit toujours être confronté à la mort. Toutefois, il continue sa quête de victoire dans le but de marquer l'histoire. Dans le livre figure alors Prométhée, un guerrier qui a affronté les dieux. Que ce soit Don Juan le comédien ou le conquérant, tous ces personnages savent qu'ils nagent dans l'absurde. Pourtant, ils ne le repoussent pas. D'où vient donc l'absurde ? C'est dans la troisième partie de son essai que Camus répond à cette question. Il y parle de la personnalité à l'origine du monde comme un créateur absurde. Aucune de ces créations ne peut donner lieu à une explication plausible. Il dit que l'art n'a aucune raison d'être si le monde est objectif. Évidemment, la production de l'absurde doit être séparée du jugement et de l'espoir. Camus étudie également les raisonnements de Dostoïevski dans Le journal d'un écrivain et les frères Karamazov ainsi que dans Les Possédés, tout en s'attardant sur le premier. Ses œuvres se fondent sur l'absurde et les deux dernières portent particulièrement sur le suicide, qui est vu dans un angle philosophique. Cependant, les deux premiers ouvrages débouchent sur une résolution pleine d'espoir et de foi, ce qui les élimine de la liste des productions absurdes. Dans la dernière partie du mythe de Sisyphe, donc au chapitre 4, Camus parle des réflexions de son héros, qui sont absurdes, puisqu'il revient au pied de la montagne pour revivre la boucle infernale de son éternelle punition. Donc Camus avance qu'il n'accorde une grande importance à Sisyphe que lorsqu'il se remet à pousser sa pierre. Il décrit ce personnage dans son effort d'atteindre son objectif et la peine qu'il ressent. Il se construit une image selon laquelle Sisyphe retourne à son sempiternel supplice. Il parle d'une situation dramatique à laquelle le héros doit faire face à chaque fois qu'il prend conscience de la tournure dramatique que prend sa vie. Cependant, il réalise qu'il ne peut pas y échapper et se dit que le mépris est alors plus fort que le destin. Il continue alors à pousser tout en reconnaissant l'absurdité de la réalité à laquelle il est confronté par cet éternel recommencement. Camus dit qu'une fois que Sisyphe accepte que sa sanction n'a pas de sens et que son sort est fixé à l'avance, il peut facilement s'y adapter et apprendre à le vivre sans se plaindre et donc sans souffrir. Camus termine son essai sur une expression d'Oedipe, tout est bien, et avance que le plus important est de reconnaître que Sisyphe a appris à prendre goût à sa peine. Il nous invite donc, en tant qu'homme, à apprécier le chemin qu'est la vie et tous les petits buts qu'on atteint au fur et à mesure de notre existence, sans se plaindre, même si parfois on a l'impression de tourner en rond.